Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Rousseau voit le jour en 1712 à Genève dans une famille protestante d'origine française. Privé très tôt de ses parents, il vit sous la protection d'un oncle. Il gagne la France à 16 ans, se convertit au catholicisme, tente de se faire un nom comme compositeur, vit d'expédients et part pour Venise où il reste 2 années. De retour en France, il commence à rédiger des textes philosophiques, mais ses idées religieuses lui valent des années d'errance. Vivant dans la hantise d'être arrêté, il accepte à l'invitation de David Hume de rejoindre l'Angleterre. Les deux hommes se querellent et Rousseau revient à Paris sous une fausse identité. Il finit par être autorisé à vivre officiellement en France, où il reste jusqu'à sa mort en 1778. Jean-Jacques Rousseau est un pur produit de l'époque des Lumières et l'une des plus grandes figures de la philosophie européenne continentale, par opposition à la philosophie anglaise. Dans sa jeunesse, il avait tenté de faire carrière dans la musique, mais sa rencontre avec les encyclopédistes Diderot et d'Alembert en 1740 le conduisit à la philosophie. En France, le climat politique était alors agité. Les penseurs des Lumières, français et anglais, contestaient la domination de l'Église et de l'aristocratie et réclamaient des réformes sociales, malgré la répression et la censure. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que Rousseau se soit intéressé avant tout à la philosophie politique. Sa pensée a été influencée non seulement par celle de ses contemporains français, mais aussi par les travaux des philosophes anglais, tout particulièrement par la notion de contrat social, élaborée par Hobbes et reprise par Locke. Comme eux, Rousseau conçoit un hypothétique état de nature pour analyser le fonctionnement de la société. Toutefois, sa conception de cet état naturel et de la façon dont il est affecté par la société est radicalement différente. Hobbes décrit la vie dans l'état de nature comme solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Selon lui, l'homme à l'état naturel n'est mu que par ses instincts de survie, et c'est pourquoi la civilisation est nécessaire afin de limiter ces instincts. La conception de Rousseau est beaucoup plus indulgente pour la nature humaine et beaucoup plus sévère pour la société civile. L'idée que la société pouvait exercer une influence néfaste vint à Rousseau en rédigeant un essai dans le cadre d'un concours organisé par l'Académie de Dijon sur le thème « Le rétablissement des sciences a-t-il contribué à épurer les mœurs ?» D'un penseur de cette époque, et tout particulièrement d'un musicien, on aurait pu s'attendre à une réponse affirmative et enthousiaste. Or, Rousseau répond exactement l'inverse. Dans son discours sur les sciences et les arts, il s'attache à montrer que les arts et la science corrompent les mœurs, et que loin d'améliorer les esprits et la vie des hommes, ils les éloignent de la vertu et du bonheur. S'étant ainsi démarqué avec éclat des idées en vogue, Rousseau récidiva avec un second essai, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Si le sujet était bien dans l'air du temps et faisait écho aux appels à la réforme sociale lancés par Voltaire et les autres philosophes, là encore l'analyse de Rousseau prend à contre-pied les idées communément admises. Le portrait de la brute égoïste et injuste que décrit Hobbes n'est pas selon Rousseau celui de l'homme naturel, mais bien celui de l'homme civilisé. C'est la société qui, affirme-t-il, est la cause de la sauvagerie. À l'état naturel, l'humanité est innocente, heureuse et indépendante. L'homme naît libre. Rousseau fait de l'état de nature une description idyllique. Les hommes, dans leur état naturel, sont fondamentalement bons, la vertu leur est innée, et plus important encore, ils sont animés par la compassion et l'empathie. Mais dès lors que cet état d'innocence prend fin et que la puissance de la raison commence à séparer l'espèce humaine du reste de la nature, les gens se déprennent de leur vertu naturelle. Le passage de l'état naturel à l'état civilisé fait passer de la vertu au vice, du bonheur édénique à la misère. Rousseau considère la perte de l'état de nature et l'institution de la société civile comme une chose regrettable, mais inévitable, car elle résulte de la faculté de l'homme à raisonner.
Le processus a débuté selon lui le jour où, pour la première fois, un homme a délimité une parcelle de terre et proclamé qu'elle était sienne, instaurant ainsi la notion de propriété. Dès lors que des groupes humains ont commencé à vivre ainsi côte à côte, ils ont formé des sociétés qui ne pouvaient se maintenir que par un système de lois. Mais toute société éloigne les hommes de leur vertu naturelle, et notamment de la compassion. Et c'est pourquoi elle impose des lois qui ne sont pas justes, mais égoïstes. Elles sont conçues pour protéger la propriété. Elles sont imposées aux pauvres par les riches. Le passage de l'état de nature à l'état civilisé n'entraîne pas seulement le passage de la vertu au vice, mais aussi celui de l'innocence et de la liberté, à l'injustice et à l'asservissement. Bien que l'homme soit naturellement vertueux, il est corrompu par la société. Bien qu'il soit né libre, les lois imposées par la société le condamnent à vivre dans les fers. Ce second discours souleva de nouvelles polémiques, mais assis sa réputation, il lui attira même quelques admirateurs. Sa conception de l'état de nature heureux et pacifique a joué un rôle décisif dans l'émergence du mouvement romantique dans la littérature. Son analyse pessimiste de la société moderne, décrite comme injuste et inégalitaire, s'accordait bien avec la montée de l'agitation sociale en France, en particulier dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Non content d'énoncer le problème, Rousseau entreprit ensuite d'y proposer une solution dans ce qui devait être son œuvre, sans doute la plus décisive, du contrat social. Rousseau débute le premier chapitre de son livre par cette déclaration célèbre. L'homme est né libre et partout il est dans les fers, qui fut perçu comme un appel au changement si radical que la Révolution française en fit son mot d'ordre 27 ans plus tard. Après ce préambule fracassant, Rousseau propose sa vision d'une société différente, qui ne serait pas régie par l'aristocratie, la monarchie et l'Église, mais par tous les citoyens qui participeraient à l'élaboration des lois. Selon les conceptions classiques de la démocratie républicaine, l'ensemble des citoyens doit fonctionner comme un tout, un corps politique qui prescrit la loi en fonction de la volonté générale. La loi doit émaner de tous et s'appliquer à tous. Les citoyens doivent être tous égaux devant elle. Alors que pour Locke, le contrat social a pour fonction de protéger les droits et la propriété des individus. Rousseau considère que le pouvoir législatif doit être exercé par le peuple tout entier et régi par la volonté générale pour le bien de tous. C'est cette liberté de prendre part au processus législatif qui doit conduire à l'élimination des inégalités et des injustices et créer le sentiment d'appartenance à la société. Ce qui deviendra plus tard la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, est déjà présent en filigrane. Dans un autre ouvrage écrit la même année, en 1762, Émile ou de l'éducation, Rousseau reprend le même thème en expliquant que c'est l'éducation qui est responsable de la corruption de l'état de nature et que c'est elle qui perpétue les maux de la société moderne. Dans d'autres ouvrages, il dénonce les méfaits de la religion établie comme de l'athéisme. Dans toutes ses œuvres, on retrouve l'idée centrale de Rousseau, à savoir que la raison menace l'innocence de l'homme, et par là sa liberté et son bonheur. C'est pourquoi il prône une éducation qui soit une éducation des sens et non de l'intellect, et considère que la foi religieuse doit être guidée par le cœur et non par la raison. La plupart des écrits de Rousseau ont été immédiatement interdits en France, ce qui lui a assuré la célébrité et une très large audience. À sa mort en 1778, la Révolution était imminente, et son idée d'un contrat social par lequel la volonté générale du corps des citoyens doit contrôler l'élaboration de la loi offrait aux révolutionnaires une alternative viable face à un ancien régime corrompu. Mais en même temps, sa philosophie allait à l'encontre des convictions les plus profondes de ses contemporains. L'idée que l'état de nature puisse être meilleur que la civilisation était inadmissible pour les penseurs réformistes comme Voltaire ou Hume. Si la pensée politique de Jean-Jacques a joué un rôle majeur dans le déroulement de la Révolution française, il a fortement influencé des révolutionnaires tels Robespierre ou Saint-Just, qui ont fait de la vertu une méthode de gouvernement. Son influence sur la philosophie politique en particulier
a pris toute sa mesure au XXe siècle. Hegel a repris son idée de contrat social dans son propre système philosophique. Après lui, Karl Marx a été profondément marqué par la façon dont Rousseau analyse les inégalités et l'injustice. Il a pleinement compris et développé l'analyse que fait Rousseau de la société capitaliste et des moyens révolutionnaires de la mettre à bas. La proclamation qui conclut le manifeste du Parti communiste est d'ailleurs une allusion directe et un hommage à Rousseau. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont le monde à gagner. Citation. La volonté générale doit venir de tous pour s'appliquer à tous. On vit tranquille aussi dans les cachots. En est-ce assez pour s'y trouver bien ?